retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Marseille est-elle une ville raciste? La question ressurgit aujourd'hui. La ville a en effet été très mal notée dans le dernier baromètre d'une association de lutte contre le racisme. Jean-Claude Gaudin a lancé officiellement sa campagne dans son fief hier soir. Objectif pour la droite sortante et son candidat, afficher leur unité. De plus en plus de communes optent pour la vidéo-verbalisation. Plus rien n'échappe aux caméras. Les véhicules pris en flagrant délit sont verbalisés à distance. C'est le cas à Nîmes et à Marseille. Et puis, après l'auberge espagnole et les poupées russes, Cédric Lapiche et Romain Duris font à nouveau équipe pour le dernier volet de cette trilogie baptisée le casse-tête chinois. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, la jeune Ekaterina Averi a été retrouvée par son père hier soir. Cela faisait une semaine qu'on était sans nouvelles de la jeune fille de 11 ans. On suppose qu'elle avait fugué du foyer départemental de l'enfance où elle est placée. Les parents de l'adolescente géorgienne se disputent la garde de l'enfant. La mère vit en Russie et le père en France, en situation régulière. Tous sont dans l'attente d'un jugement sur sa garde. Son père aurait retrouvé Ekaterina par hasard à Nîmes. Écoutez. Je me promenais comme à peu près tous les soirs près des manèges là-bas sur l'esplanade, comme nous avions l'habitude de le faire quand elle vivait avec moi. Elle m'a vue, elle s'est approchée mais en ayant très peur. Bien sûr, tranquilliser beaucoup tant que j'ai pu. Je lui ai dit que le plus important c'est qu'elle soit en vie et qu'elle soit visiblement en bonne santé. Et là, s'il n'y a aucune garantie que demain ou après-demain, elle ne refasse pas et que ça soit pire. Pour le moment, j'attends avec patience le résultat de l'appel. Et là, c'est une question de temps. Et on ne sait absolument pas quand ça va pouvoir se résoudre. Marseille, ville raciste, alors qu'on célèbre cette année les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, la question ressurgit. Une étude du CRAN réalisée dans les 50 plus grandes villes de France classe la cité phocéenne en bas de tableau. Romain Péric. Marseille, ville d'échange, ville portuaire à la réputation de ville multiculturelle et paradoxalement classée lanterne rouge du bilan sorti aujourd'hui des 50 plus grandes villes de France établies par le CRAN et République et Diversité. On ne peut pas dire que Marseille est raciste, mais ce que l'on peut dire, c'est que Marseille ne mène pas une politique efficace en matière de lutte contre le racisme et contre les discriminations. Parce qu'en fait, Marseille se repose sur un mythe, le mythe d'une ville multiculturelle, mais qui est en fait une ville multidiscriminatoire. Ce bilan a été établi en 2 temps. D'abord, un questionnaire a été envoyé aux municipalités pour détailler leur action en matière de lutte contre les discriminations, comme des campagnes de sensibilisation, la présence d'adjoints en charge de ce type de dossier ou encore des soutiens aux associations. Puis un travail d'enquête s'en est poursuivi sur le terrain pour vérifier ces réponses. En est sorti un résultat sous forme de notes de 0 à 100. Marseille, mauvais élève, a obtenu un 10. C'est un classement qui techniquement est très contestable puisque c'est un classement qui n'est pas sur le fait de savoir si une ville est raciste ou pas, s'il y a des tensions racistes dans la ville ou pas, mais pour le fait de savoir si la municipalité mène un certain nombre d'actions. Et parmi ces critères, il y a par exemple, est-ce que vous donnez des subventions aux associations de lutte contre le racisme? Bien non, à Marseille, on ne donne pas de l'argent aux associations de subventions de lutte contre le racisme parce que c'est de l'argent jeté à fond perdu pour des gens qui mènent un combat politique contre nous. À Marseille, le Front National est annoncé dans les sondages à plus de 20%. Une dernière question se pose alors, faut-il y voir un lien de cause à effet entre ce score et ce rapport ? Dans l'actualité également, Jean-Claude Gaudin a officiellement lancé sa campagne hier soir dans son fief du 6e et 8e arrondissement. Objectif pour la droite et son candidat, montrer l'image d'une famille politique unie face à une gauche qui peine à faire taire ses divisions. Autre objectif, montrer que Jean-Claude Gaudin s'est entouré de jeunes dynamiques, lui qui brigue là son 4e mandat à 75 ans. Rappelons que Jean-Claude Gaudin a mis du temps à déclarer sa candidature. Écoutez. Pourquoi j'ai attendu, vous le savez, c'est pour vérifier par de multiples indications, sondages. C'est toujours moi qui, par rapport à la droite républicaine et au centre, a les meilleures intentions de vote. Et je pars avec une équipe d'abord politiquement unie, réunie, soudée. En bref, toujours pas de bus dans les rues marseillaises. Demain, la CGT a décidé de reconduire sa grève faute d'un accord avec la direction de la RTM. Ça fait maintenant 3 jours que le trafic des transports en commun est fortement perturbé à Marseille.
De plus en plus de communes ont décidé d'opter pour la vidéo-verbalisation. Plus rien n'échappe aux caméras. Les véhicules pris en flagrant délit sont verbalisés à distance. C'est le cas à Nîmes et à Marseille, deux villes réputées pour leur stationnement anarchique. Franck Chassagnon, Olivier Michel. C'est bientôt Noël pour la police municipale de Nîmes. Sous le sapin, des caméras de vidéo-verbalisation. Objectif, en finir avec le stationnement sauvage. L'an dernier, sur près de 100 000 contraventions dressées par les policiers municipaux, plus de 20 000 concernés, des automobilistes garés en double fil sur les trottoirs ou encore sur les passages protégés. Comme ce sont des gens qui s'arrêtent 40 secondes, 50 secondes, les effectifs de police n'ont pas le temps d'arriver. Donc on se sert du réseau de caméras pour verbaliser à distance avec un PV électronique, c'est-à-dire que la personne qui a commis cette infraction reçoit dans les 48 heures du centre automatique de Rennes, le même système que les radars automatiques, reçoit sa petite contravention de 35 € pour avoir fait une double file. À Marseille, la vidéo-verbalisation est en service depuis bientôt 1 an et la ville a aujourd'hui développé cette technologie à l'ensemble de son réseau de caméras. Chaque caméra qui est implantée peut faire de la vidéo-verbalisation. Et depuis le mois de janvier 2013, la vidéo-verbalisation est en service et c'est plus de 26 000 verbalisations qui ont été faites uniquement par les policiers du centre de supervision urbain. Et la ville de Marseille veut aller encore plus loin, passer de 340 caméras de vidéosurveillance à 1000 d'ici décembre 2014. Une double mission donc pour ces caméras, améliorer la sécurité et verbaliser les automobilistes. Pour l'instant, pas question de supprimer les hommes sur le terrain. La ville de Marseille a déjà annoncé le renfort de 100 policiers municipaux en 2014. En bref, la cour d'assises de l'Hérault a condamné le ferrailleur de Poussan à 8 ans de prison ce soir. Le 26 mai 2009, ce propriétaire d'une casse auto avait tiré sur un homme alors que celui-ci avait pénétré sur les terrains de sa casse avec ses 2 fils. Un coup de fusil mortel, intentionnel même pour la famille des victimes. L'accusé a plaidé l'accident. Il redoutait un vol de métaux sur sa propriété. Le verdict suit les réquisitions de l'avocat général. Dans le reste de l'actualité, François Hollande a bel et bien été opéré de la prostate en février 2011, juste avant le début de la campagne des primaires socialistes. C'est France Info qui a révélé cette information. L'Élysée confirme que le président de la République a subi une intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Des révélations qui ont provoqué l'indignation d'une bonne partie de la classe politique, dont celle du Premier ministre. Le nombre de Français hommes qui sont confrontés aux problèmes de prostate à partir de cinquantaine, etc., c'est assez banal, non ? Oui. Est-ce qu'on peut pas respecter ça ? Parce qu'à travers la personne de François Hollande, qu'il faut respecter, et qui n'était pas président de la République pour cette petite opération, il y a beaucoup d'autres Français. Est-ce qu'on est toujours obligé d'étaler la vie publique ? Enfin, je sais pas, vers quoi on va On passe au reste de l'actualité de la journée, en bref et en images. Franck Chassagnon. Sans réelle surprise, le texte de loi visant à punir d'une amende les clients de prostituées a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 268 députés se sont prononcés pour, 138 contre. Après le vote, Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, a déclaré aux députés « Je vous remercie de nous donner les moyens de lutter contre les réseaux. Les clients ayant recours à la prostitution d'une personne majeure pourront écoper d'une contravention de 5e catégorie de 1 500 €. En cas de récidive, la sanction sera un délit puni de 3 750 € d'amende. Comment soutenir la Bretagne fortement touchée par la crise ? Après les nombreuses mobilisations des bonnets rouges, le gouvernement a rendu aujourd'hui sa copie sur le pacte d'avenir pour la Bretagne. Au total, plus d'1 milliard d'euros devraient être débloqués. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a d'ores et déjà annoncé 15 millions d'euros en urgence pour la trésorerie des entreprises en difficulté. La Redoute cédait à ses dirigeants pour 1 € symbolique. Kering, ex-Pinot, Printemps Redoute, a choisi de céder la Redoute à Nathalie Bala, sa PDG depuis 2009, et à Éric Courteil, secrétaire général du pôle vente à distance. Les nouveaux propriétaires auront fort à faire. Le chiffre d'affaires de la Redoute est en baisse de 10% par an depuis 2010. La société perd plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Kering a prévenu les salariés qu'une restructuration sera inévitable, menaçant plus de 700 postes sur les 3300 que compte aujourd'hui la Redoute. Il avait clairement assumé son comportement de tortionnaire durant la guerre d'Algérie. Le général Paul Sarès est décédé à l'âge de 95 ans. Le général était hospitalisé depuis quelque temps. Ses obsèques seront célébrées mardi prochain dans le Bas-Rhin où il vivait.
On termine avec le film événement de la semaine, Cédric Klapisch qui fait à nouveau appel à Romain Duris pour tourner la suite de l'Auberge espagnole et des poupées russes. L'équipe du film était à Marseille la semaine dernière pour présenter ce 3e volet baptisé Le Casse-Tête chinois qui sort aujourd'hui en salle. Xavier, le héros du film, est désormais un quarantenaire qui s'est exilé à New York où sa vie sentimentale est toujours autant tumultueuse. Depuis 6 mois, on est séparés avec Wendy. Ah non, c'est pas vrai. Vous alliez si bien ensemble. Xavier, faut que tu fasses quelque chose parce que tu vires con là. Pourquoi c'est à ce point-là de Porte-Nawak? Et les enfants? Bonjour. I want to live in New York and I'm taking the children. Quoi? J'ai pas envie d'aller vivre là-bas. C'est une super belle vie, New York, je te jure. Une nouvelle fois, j'ai décidé de partir. Ça fait 13 ans qu'il y a ces personnages, Xavier, Martine, Isabelle, qu'on suit. Et je trouvais ça vraiment particulier de faire ce film, là, l'Auberge espagnole, où ils avaient 25 ans, les poupées russes où ils avaient 30 ans. Et là, ils ont 40 ans dans le 3e épisode. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir suivre des personnages à travers leur vie avec le vrai vieillissement, avec le temps qui passe en vrai, disons. Dans un instant, le 22 minuit revient avec l'actualité internationale, le sport et la publicité la plus effrayante du monde. On va vous en parler, mais tout d'abord notre séquence rec de l'image, rien que de l'image, sans commentaire. Okay. Okay, is his umbilical on around his body like we're diving? Breathe nicely, yeah? Okay. Alright, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? Alright, we're going now. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Alright, stick his head in. Put his head in the belt.